8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Yann Brossa, maire adjoint de Paris, en charge du logement et porte-parole du PCF et soutien de la NUP. Bonjour Yann Brossa. Bonjour. Que va-t-il se passer dimanche? Une surprise de taille ou pas? Les Français et les jeunes iront-ils voter? La NUP c'est-elle un épouvantail? Quelques questions que nous allons voir avec vous. Alors Emmanuel Macron et sa majorité ont mis en garde cette semaine, et il l'a répété, il y a un risque de chaos pour la République si la NUP avait une majorité. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que le risque, c'est que Emmanuel Macron garde une majorité à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, j'invite les Français à regarder ce qui s'est passé depuis 5 ans. Depuis 5 ans, nous avons vécu une situation terrible. On est la 6e puissance économique du monde. On a 10 millions de pauvres en France. On a 6 millions de personnes qui sont au chômage, 8 millions de personnes qui fréquentent l'aide alimentaire. On a 4 millions de personnes qui sont mal logées. Et on a un président de la République qui nous dit le risque, c'est si la gauche gagne. Non, le risque, c'est si la majorité actuelle continue sa politique de casse. Alors certains vous répondront, par exemple, pendant la crise du Covid, il y a eu le quoi qu'il en coûte pour éviter justement une autre catastrophe économique, quoi. Non mais vous savez, les Français, ils vivent la situation actuelle. Ils savent que les prix explosent. Ils savent qu'ils sont, pour une bonne part, pris à la gorge du fait de l'explosion des prix. Donc cette réalité-là, ils la vivent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la leçon et qu'on leur dise en permanence si la gauche gagne, ce sera la catastrophe. Le chaos, c'est aujourd'hui. Le chaos, c'est en ce moment. Regardez, même les ambassadeurs se sont mis en grève. Ce gouvernement a réussi à faire en sorte que les ambassadeurs se mettent en grève. Donc le désordre, c'est eux. Et si demain la gauche gagne, on aura une cohabitation qui sera une cohabitation tranquille parce que nous sommes des gens sérieux et responsables, des gens modérés, mais des gens qui veulent améliorer la vie des gens. Emmanuel Macron et la majorité sont responsables en fait de tout ça, de ces inégalités économiques aujourd'hui. Les inégalités sociales, bien sûr. C'est quand même eux qui ont par exemple décidé de baisser les APL de 15 milliards d'euros. On ne parle pas d'1 ou 2 milliards d'euros, on parle de 15 milliards d'euros. Oui, c'est-à-dire en fait sur du cumul. Absolument, Oui. 15 milliards d'euros d'APL qui ont été retirés aux ménages les plus modestes. Le chiffre me semble un peu élevé, non? Mais je vous promets qu'il est vrai, vous pouvez le vérifier, c'est un chiffre de la Fondation Abbé Pierre et je vous y renvoie, alors que dans le même temps, ils ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est pas moi qui l'invente, c'est la réalité. Et pourtant, vous le savez, en fait, c'est difficile de faire face à l'augmentation des prix. Vous êtes en charge du logement à Paris, les prix n'ont jamais été aussi élevés. Vous avez raison, non, mais bien sûr. Vous avez raison, mais c'est précisément la raison pour laquelle je me suis battu pour encadrer les loyers. Et d'ailleurs, à partir de l'automne, ce sont les municipalités, donc en l'occurrence la ville de Paris, qui aura la possibilité de contrôler le respect de l'encadrement des loyers. Mais est-ce que vous avez le sentiment que depuis que cette inflation augmente, le gouvernement a fait quoi que ce soit pour réguler les prix? Nous, par exemple, avec la nouvelle Union populaire, nous proposons une mesure très simple qui est le blocage des prix des produits de première nécessité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'ait plus une explosion des prix de ces produits sans lesquels on ne peut pas vivre. Oui, mais la réponse c'est on ne peut pas bloquer en fait les prix parce qu'on est dans une conjoncture en plus internationale. Et donc comment voulez-vous faire? C'est totalement faux. Et d'ailleurs, ils c'est pas si faux que ça, puisque c'est ce que disent beaucoup d'économistes aussi. Mais le code du commerce permet aujourd'hui le blocage des prix des produits de première nécessité, pas pour 5 ans, mais pour une période momentanée, le temps que les gens soufflent. Et par ailleurs, l'autre grande question, et ça aussi ça renvoie à un choix politique, c'est l'augmentation des salaires. On ne peut pas continuer dans une situation... c'est du ressort des entreprises, beaucoup. Pas uniquement. L'augmentation, mais l'augmentation du SMIC, c'est du ressort du gouvernement. C'est le gouvernement qui a la possibilité d'augmenter le SMIC. Et ils ont fait le choix, depuis 5 ans, de ne pas accorder de véritables coups de pouce au SMIC au-delà de ce qui est obligatoire du fait de la loi. Et de la même manière, les salaires des fonctionnaires, c'est l'État qui les fixe. Depuis 10 ans, il y a eu le gel du point d'indice des fonctionnaires. On parle de gens qui, pour une bonne part, étaient en première ligne pendant le Covid. On parle des gens qui travaillent dans la santé, on parle des employés municipaux, des éboueurs, de toutes ces professions dont on a éminemment besoin. Tout cela, ils n'ont pas vu leur salaire augmenter. On parle des enseignants aussi. Et donc nous disons, à partir de l'été, augmentation de 10% du point d'indice des fonctionnaires. Pas seulement pour leur faire plaisir, mais pour permettre aux gens de respirer. Oui, sur n'oubliez pas quand même qu'il y a les 18 centimes en fait de ristourne sur l'essence, et puis il y a eu un bouclier pour limiter en fait la hausse aussi quand même du gaz et puis de l'électricité. Et tout nous dit... Et puis il y a des chèques de prévus, des chèques alimentation ou des chèques énergie. Et personne n'a compris
de combien serait ce chèque alimentation. Et d'ailleurs, si j'en crois Gabriel Attal, ce chèque alimentation, il est prévu pour 2023. Vous vous rendez compte? Ils ont fait la campagne des présidentielles en disant on va vous filer un chèque alimentation. Au lendemain de l'élection présidentielle, ils nous disent non mais en fait on s'est trompé, ce sera pas pour 2022, ce sera peut-être pour 2023 et on sait même pas à combien il s'élèvera. Enfin attendez, de qui on se moque? Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus et on nous dit vous pourrez peut-être vous nourrir en 2023. Mais enfin, c'est une blague, je le redis. 8 millions de Français aujourd'hui fréquentent l'aide alimentaire dans la 6e puissance économique du monde et on nous promet un chèque alimentaire pour 2023. Yann Brossat, alors il y a eu ces coups pour coups cette semaine, Macron, Mélenchon, beaucoup. Malgré tout, si on regarde les dernières projections, c'est quand même la majorité présidentielle qui devrait l'emporter. Vous croyez encore, vous, à une victoire possible? J'y crois dur comme fer, parce que je pense que depuis le premier tour, le choix, au fond, il est extrêmement clair. Il y a deux forces politiques qui sont susceptibles de constituer une majorité demain. Soit c'est Macron, soit c'est la gauche. Soit c'est eux, soit c'est nous. Soit c'est la retraite à 65 ans, soit c'est la retraite à 60 ans. Soit c'est la stagnation des salaires, soit c'est l'augmentation des salaires. Donc maintenant, ce sont les électeurs qui ont toutes les cartes en main. Le choix, il est extrêmement basique, extrêmement simple, et je ne pense pas qu'il y ait une majorité dans ce pays pour le report de l'âge de la retraite à 65 ans, pour la stagnation des salaires et pour la baisse du pouvoir d'achat. Non, mais bien sûr, mais sur le papier, tout le monde veut ça. Bien sûr, tout le monde voudrait. Non, mais pas que sur le papier. Non, mais après, il faut être capable de le financer. Mais vous avez raison. Mais précisément, vous savez, avant, on reprochait à la gauche de ne pas financer son programme. Maintenant, certains reprochent à la gauche de le financer et d'expliquer comment elle le finance. Et précisément, nous, ce que nous proposons, c'est un autre partage des richesses. Mais je l'assume. Il n'est pas normal que dans notre société, on ne mette pas à contribution les très hauts revenus. Vous savez que au cours du Covid, en un an, les plus hauts patrimoines ont augmenté de 173 milliards d'euros. Les 5 plus gros patrimoines ont augmenté de 173 milliards d'euros. Est-ce que c'est normal qu'une petite minorité, 5 patrimoines, 5 personnes, se gavent pendant que les Français ont tant de difficultés? Moi, j'assume le partage et c'est ce que nous assumons avec la nouvelle Union populaire. Yann Brossat, est-ce qu'il n'y a quand même pas un malaise au sein de la NUP? Fabien Roussel, on ne l'a pas beaucoup vu. En fait, c'est vous qui étiez chargé d'être aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Mais parce que Fabien Roussel est occupé, il est candidat. Il est candidat dans une circonscription qui est difficile dans le Nord. Il est candidat face au Rassemblement national. Il n'était pas non plus très à l'aise par rapport à certaines déclarations sur la police qui tue, sur le nucléaire, sur un certain nombre de points quand même. Mais vous savez, nous ne cachons rien. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels effectivement nous avons des approches différentes. On a fait un programme. Dans ce programme, il y a un peu de 600 mesures. Et sur ces 600 mesures, il y en a 5% sur lesquelles il y a des nuances entre les différentes forces de notre Union. Enfin, ça fait quand même 95% de positions communes, notamment sur les questions du pouvoir d'achat, sur les questions de la rémunération du travail. C'est-à-dire qu'après, vous pourriez véritablement faire alliance aussi à l'Assemblée? Ou est-ce que, une fois les élections passées, chacun aura son groupe et chacun vivra sa vie? On n'est pas mariés, a dit d'ailleurs Fabien Roussel. D'abord, bien sûr, chacun aura son groupe demain à l'Assemblée nationale, mais je le redis, sur 95% des sujets, nous avons des positions communes. À l'inverse, quand je regarde la coalition gouvernementale, par exemple, Édouard Philippe dit qu'il est favorable à la retraite à 67 ans. Départ à la retraite à 67 ans. Il l'a dit et il l'a redit. Demain... Oui, mais compte tenu du départ, enfin de l'entrée sur le marché du travail très tard, quoi. Oui, mais enfin 67 ans. Donc demain, si par malheur, il gagnait les élections législatives, on se retrouvera avec une assemblée où Édouard Philippe, enfin ses amis, débattraient avec la majorité actuelle sur est-ce que la retraite c'est à 65 ans ou à 67 ans. Bon, donc lui, il était sur l'âge pivot à 64, souvenez-vous. 67 ans, il l'a dit. Imaginez ce que ça signifie alors que l'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier en France, c'est 59 ans. Bon, là vous allez un petit peu vite, vous faites un raccourci avec ce qu'il dit en fait, Édouard Philippe. C'était pas tout à fait ça, il n'est pas favorable. Il y a des articles, je vous les ressortirai avec grand plaisir. Enfin, avec grand plaisir, non, parce que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Yann Brossat, le voyage d'Emmanuel Macron a suscité des critiques, beaucoup à droite,
un peu à la NUPS, mais peut-être un petit peu moins, non? Pourquoi? Vous l'avez accueilli comment? Très honnêtement, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Que le président de la République aille en Ukraine, je trouve pas ça anormal. Qu'il apporte sa solidarité à l'Ukraine qui fait face à l'offensive russe, ça ne me choque absolument pas. Certains disent qu'il y a de l'opportunisme je vais même vous au niveau du calendrier. Je vais même vous rajouter une chose. Je trouve plutôt bien que le président de la République s'occupe des affaires internationales et des affaires de défense, parce que comme nous allons gagner les élections législatives, il ne s'occupera plus que de ça dans les prochaines années, puisque ce sera son domaine réservé. Est-ce qu'il faudrait fournir davantage d'armes à l'Ukraine? Je pense pas qu'on gagne à entrer de toute façon dans le détail sur ces questions-là, parce que si on commence à détailler les armes qu'on fournit à l'Ukraine, on se tire une balle dans le pied, si vous me permettez l'expression. Et donc je ne pense pas que ce soit notre intérêt, parce que on n'a pas besoin. Qu'il faut continuer de discuter avec Poutine. Parce qu'on n'a pas besoin que les Russes sachent ce qu'on livre à l'Ukraine. Il y a besoin que l'Ukraine puisse s'en sortir. Ça, c'est une évidence, et il y a besoin d'être aux côtés de l'Ukraine. Mais je ne pense pas qu'on gagne à rentrer dans les détails. Oui, Yann Brossard, un mot aussi, en fait, puisque vous êtes maire adjoint à Paris en charge du logement, la canicule. Il va faire aussi encore très chaud aujourd'hui à Paris et demain samedi. Qu'est-ce que prévoit la mairie à cette occasion? Deux choses. D'abord des éléments structurels, en tout cas pour ce qui concerne mon secteur, le logement. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons commencé à financer des travaux visant à améliorer le confort d'été des habitants. J'étais hier dans un immeuble sur lequel nous avons fait de gros travaux, des travaux d'isolation, des travaux également visant à installer systématiquement des volets. Donc il faut généraliser ça, faire ça partout, et donc investir des millions d'euros là-dedans, parce que c'est ce qui permet aux habitants de ne pas trop souffrir. Et puis deuxièmement, nous avons un fichier d'habitants qui se sont signalés à nous, évidemment, et notamment des personnes âgées, des personnes vulnérables, pour que nous prenions régulièrement des nouvelles d'elles et éviter qu'elles ne souffrent en étant isolées. Et est-ce qu'il faut arrêter avec le tout béton, avec la densification? Actuellement, à Paris et le Grand Paris, on entend beaucoup d'arguments pour qu'il y ait une densification. Et donc ça veut dire couper des arbres, ça veut dire en fait diminuer les espaces verts. Quelle est votre position? Non, il faut au contraire, effectivement, développer les espaces verts. Ça ne doit pas nous empêcher pour autant de faire des logements supplémentaires. Mais il faut faire des logements supplémentaires sans pour autant que ça se traduise par de la densification. À un moment donné, c'est de la densification. Mais quand non, même. À un moment l'une des solutions, par exemple, mais l'une des solutions, par exemple, c'est de transformer des immeubles de bureaux en logements. Oui. Quand vous transformez un immeuble de bureau en logement, vous ne créez pas de bâti supplémentaire, et pour autant, vous créez des logements supplémentaires. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous en avons fait beaucoup dans le dernier mandat, et nous avons aujourd'hui encore de très nombreux projets. Vous ne voulez plus de bureaux à Paris? Vous ne voulez plus de bureaux à Paris? Non, mais vous avez par exemple des immeubles de bureaux. Il travail. Il faut absolument, du travail, mais vous avez aujourd'hui des immeubles de bureaux qui sont vides parce qu'ils ne correspondent plus aux besoins des entreprises. Les besoins des entreprises ont évolué, il y a aussi le développement du télétravail, et donc il y a des immeubles de bureaux qui sont parfois vides depuis 5 ans, 10 ans. Ceux-là, on peut les transformer en logements. Oui, Yann Brossard, en pleine canicule, il y a des poubelles qui débordent aussi un peu partout parce qu'il y a un conflit avec les conducteurs des bennes. Est-ce que vous êtes prêt, comme le réclament certains riverains, à faire appel à des entreprises privées pour venir éventuellement évacuer ces poubelles qui s'entassent dans les rues de Paris? Je ne suis pas en charge de ce sujet à l'hôtel de ville, mais je crois que la grève des conducteurs de bennes est en passe d'être levée, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle. Oui, merci Yann Brossard. Merci à vous. Donc d'être venu ce matin avec plaisir. Radio.